La saison 2025 de Formule 1 est terminée, elle a délivré tout son verdict. On a clairement tous hâte de se retrouver en 2026, mais nous, de notre côté, on fait les bilans pour chaque écurie. On a déjà fait tous ceux qui sont Ferrari et derrière, et vous l'avez bien compris, aujourd'hui on se retrouve avec Red Bull et on va enchaîner juste derrière avec Mercedes et McLaren. D'ailleurs, si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite à aller les regarder, likez cette vidéo si le concept vous plaît, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, et faites-moi un petit coucou en commentaire. Et de notre côté, on est parti pour faire le bilan de la saison 2025 du côté de Red Bull. Ok, let's go. Alors, du côté des Autrichiens, on est 3e au championnat constructeur avec 451 points de marqués. 451 points inscrits, mais 18 de retard sur Mercedes. Mais c'est surtout par rapport à McLaren que ça fait mal parce qu'on est presque à la moitié. Alors, la saison n'est pas mauvaise du tout, elle est surtout en demi-teinte, elle a surtout eu lieu en 2 temps, mais elle est du coup très loin d'être véritablement parfaite et elle est surtout sauvée par un homme ou 2-3 personnes. Alors sans plus attendre, on va commencer par faire le bilan de Red Bull, et là, comme pas mal des autres écuries, on va commencer par se concentrer sur tout ce qui s'est passé en interne, la fin de saison 2024, et tous les changements qui ont pu avoir un impact sur la saison 2025. Ok, let's go. Alors, quand on remet les choses un petit peu dans le contexte, en 2024, Max Verstappen est champion du monde. Ils sont donc champions du monde du côté pilote, mais ils ne sont pas côté constructeur. Et oui, c'est déjà McLaren qui s'était imposé, et ce, devant Ferrari. Alors certes, à ce moment-là, il y avait beaucoup moins d'écart, mais quand on regarde un petit peu la saison dans sa globalité, on se rend compte qu'à partir d'Imola, soit du 7e Grand Prix, McLaren joue déjà dans la roue de Red Bull, voire même parfois la dépasse. Maintenant, c'est pas le tout de le dire, il faut l'expliquer. McLaren revient très proche de Red Bull, on l'a dit à partir d'Imola, mais c'est pour une raison très simple. La McLaren est saine, elle est prévisible, mais elle est surtout efficace partout et sur tous les types de tracés. Elle est équipée du moteur Mercedes qui fonctionne à merveille, ils ont surtout une extrêmement bonne aérodynamique et ils ont surtout un extrêmement bon châssis. Ce qui rend la McLaren bien plus facile à régler, beaucoup plus simple de s'adapter que par rapport à la Red Bull, et surtout elle est beaucoup moins influencée par les changements de météo ou de conditions comme le vent par exemple. Alors oui, sauf qu'en 2024, c'est Sergio Pérez qui épaule Max Verstappen. Enfin, qui est présent à côté de Max Verstappen. Mais à la surprise générale, en fin d'année, le baquet de Sergio Pérez explose, il ne sera pas là en 2025. Évidemment, c'était assez obvious. Bon, en effet, de ce côté-là, ça n'avait rien d'une surprise. Par contre, c'est Liam Lawson qui est désigné pour être aux côtés de Max Verstappen, et ce malgré sa faible expérience. Et là, c'est plutôt la surprise. Alors très honnêtement, de mon côté, à ce moment-là, quand on apprend la nouvelle et que c'est Liam Lawson qui est désigné à côté de Max Verstappen, d'un côté, je suis assez content. Je suis assez content parce que pour moi, quand il est monté face à Yuki Tsunoda, il a montré des belles choses. Mais je suis surtout très étonné parce que c'est la possibilité numéro 1 de pouvoir tuer clairement la carrière d'un pilote. Surtout si on ne lui laisse pas sa chance. Ah oui, parce qu'il est vrai qu'à ce moment-là, c'est Yuki Tsunoda qui s'imposait comme être le choix le plus logique. 4 ans d'expérience, il était depuis pas mal d'années maintenant devenu le leader depuis le départ de Pierre Gasly chez Racing Bulls. Et encore une fois, Racing Bulls n'est pas là pour devancer Red Bull, mais ils sont là pour jouer des gros points, des points intermédiaires, et pourquoi pas, à de certains moments, épauler en quelque sorte l'écurie mère. Et devinez quoi? Bah oui, on est chez Red Bull, donc les doutes se sont très rapidement avérés vrais. On ne laisse que 2 grands prix à Liam Lawson. Et là, il va falloir m'expliquer pourquoi on a fait ce choix. Très honnêtement, quelle était la raison? On arrive à mettre un pilote qui a uniquement quelques grands prix dans les pattes, qui a même pas montré spécifiquement de la vitesse en Formule 2, ce qui n'était pas non plus spécialement le cas de Yuki Tsunoda, mais on y reviendra plus tard, mais c'est surtout le manque d'expérience. Tu le mets face à un ogre, Max Verstappen, personne n'a envie de se retrouver derrière lui, mais c'est surtout personne n'a envie de se retrouver dans la 2e Red Bull. Le choix logique était Yuki Tsunoda, mais c'est surtout, en effet, et on l'a très vite compris, Yuki Tsunoda n'allait pas être conduit par Red Bull parce qu'au final, il n'a pas montré assez de choses. Et quelque part, ça c'est assez logique dans la stratégie Red Bull. On n'allait pas garder quelqu'un qui techniquement ne va pas s'inscrire dans le projet. C'est assez logique d'essayer Liam Lawson de ce point de vue-là. Mais dans ce cas-là, pourquoi le laisser uniquement sur 2 grands prix, à savoir 2 pistes sur lesquelles il n'avait jamais roulé? Et la première piste, la seule piste d'ailleurs sur laquelle il avait déjà roulé, sur laquelle il arrive en Formule 1, eh ben c'est le 3e GP. C'est au Japon, à Suzuka. Et devinez quoi? À Suzuka, on apprend, juste avant la semaine, le swap entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson.
super logique. Et alors là, on est clairement en train de faire le bilan de Red Bull, et il n'y a pas de doute. Bah ouais, je viens de dire de détruire la carrière d'un pilote, de ne pas du tout mettre son ou ses pilotes en confiance. Ouais, il n'y a pas de doute, on est bien chez Red Bull. Et alors là, de nouveau, attention, parce que si vous vous souvenez bien, le choix logique, c'était bien Yuki Tsunoda, et c'est lui qui est monté, et quelque part heureusement, mais rappelez-vous, après les 2-3 bonnes performances qu'on avait vues de Isaac Hadjar, et après la saison de Formule 2 d'ailleurs, il y avait eu quelques rumeurs sur le fait que c'était Isaac Hadjar qui allait monter dans la Red Bull, et non pas Yuki Tsunoda. Imaginez 30 secondes. Imaginez 30 secondes, on se serait retrouvé cette année avec un duo Hadjar-Verstappen. Pauvre Isaac. Alors bien sûr, on ne peut pas évoquer le contexte sans parler l'élément majeur, le fait marquant de la saison pour Red Bull et même peut-être de la Formule 1, c'est l'éviction d'un homme qui était là depuis le début du projet, depuis plus de 20 ans, qui était à la tête de Red Bull et qui clairement l'a mené sur tous les succès qu'ils ont eu jusque-là. Bah c'est Christian Horner. Alors attention, on aime ou on n'aime pas l'homme, ça c'est autre chose. Par contre, sur le côté statistique et sur le côté carrière, il n'y a pas grand chose à dire du côté de Christian Horner. Je pense que certaines personnes envient cet homme et envient la carrière qu'il a réussi à avoir et le palmarès qu'il détient avec Red Bull. Oui, sauf que là vient la seconde phase et la seconde partie que j'évoquais en début de vidéo de Red Bull. Et oui, on a l'arrivée d'un homme, Laurent Mekies, qui était jusque-là chez Racing Bull, donc qui travaillait d'ailleurs avec Yuki Tsunoda, et on a là une deuxième partie de saison qui n'a juste rien à voir avec la première partie. On a un environnement qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus propice à la performance, qui s'intègre bien plus comme dans un vrai team, où on a la confiance qui est donnée aux pilotes, on a le sentiment d'être écouté, voilà de quoi performer, de quoi évoluer et de quoi progresser en tant que team. D'ailleurs, et c'est pas un hasard, ça s'est clairement ressenti sur la piste, et notamment après 2-3 choix, mais ça on y reviendra dans la partie suivante. Alors, on est dans le contexte, et j'en profite parce qu'on l'a appris, moi à l'heure où je tourne la vidéo, il y a uniquement 3 jours, on a eu l'information du départ d'Helmut Marko. Alors là encore, on a bien envie de vous faire croire que le départ d'Helmut Marko est totalement surprise. Et en fait, je ne crois pas. C'est quelque chose qui date un petit peu, tout comme le cas Horner. Finalement, on attendait quelque part le beau moment pour que ça s'en aille. Mais bref, de toute façon, passons. Ça n'a pas d'impact direct sur la saison 2025. Par contre, voyons plus tard si ça peut avoir un impact. Alors, maintenant qu'on a parlé du contexte, de l'environnement et des nombreux changements qui a été effectués entre 2024, 2025 et donc au courant de cette saison, et de l'impact que ça a pu avoir, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, et où à un moment donné, il faut arrêter toutes ces spéculations qui sont juste totalement fausses et en plus idiotes. Il n'y a pas de voiture A et de voiture B chez Red Bull. Stop avec ça. Non, parce que j'ai l'impression que chez certains, on a une Ferrari du côté du garage et qu'on a un mulet ou une voiture comme une Sauber ou une Alpine de l'autre côté du garage. Non, ça n'est absolument pas le cas. On est en Formule 1, on vise l'excellence, on cherche tout le temps et tous les week-ends la performance, ça ne se joue à rien du tout. Mais en effet, il y a des raisons pour lesquelles on appelle véhicule A et monoplace B. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, la Red Bull est une voiture qui est complexe. Elle est très compliquée à comprendre, elle est énormément pointue de l'avant, elle est faite pour être totalement extrême. Pourquoi elle est faite pour être extrême ? Max Verstappen est capable d'en tirer le maximum à partir du moment où elle a beaucoup de train avant, entre guillemets, il gère avec le reste. Et c'est ça dont se plaignait déjà à l'époque Sergio Pérez. Évidemment que cette caractéristique ne pourra pas plaire à tous les pilotes. Et évidemment qu'en tant que team, si tu dois axer la stratégie, le retour technique, les pièces, les évolutions, les setups, etc., tu vas te concentrer sur le pilote qui peut faire que tu seras champion du monde à la fin de l'année. Et ça, on est bien tous d'accord, c'est extrêmement logique. Tu ne vas pas donner à Liam Lawson la possibilité d'amener autant de bagou techniques, autant de retours techniques, ou bien même à Yuki Tsunoda, qu'à Max Verstappen. Bien évidemment que celui qui a le poids de l'écurie entre les mains, c'est Max Verstappen. Bien évidemment que quand il va y avoir des pièces, des nouvelles pièces à tester, qui vont te donner du confort ou de la performance, 2 à 3 dixièmes, tu vas les donner en premier lieu à Max Verstappen, et s'il y a de la casse, étant donné qu'il y a un budget cap, évidemment qu'un écart va se creuser sur les pièces au fil de l'eau. Et ça, c'est juste normal. Alors par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire que la monoplace est exactement la même. Par exemple, si on prend le cas, je ne sais pas moi, à Las Vegas, entre Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Ben oui, parce que Yuki Tsunoda a eu des gros crashs, notamment à Imola,
Et à partir de ce moment-là, notamment sur le fond plat, il n'a plus le même que Max Verstappen. Pourquoi ? Parce qu'on est en budget cap aujourd'hui en Formule 1, on ne peut pas se permettre de développer autant de pièces et les amener à chaque week-end pour un pilote qui va casser la voiture. Évidemment qu'à partir de là, nous, en tant que team, on va commencer à développer les nouvelles pièces et qu'elles viendront en priorité pour Max Verstappen, ce qui creuse de plus en plus l'écart. Et là, je ne prends même pas en compte l'impact psychologique. Si vous avez déjà un écart avec Max Verstappen, et j'imagine que la majorité des pilotes se trouvent à au moins 2 dixièmes, au moins, si vous comptez en plus après l'écart que vous avez sur les pièces, forcément, l'écart monte très vite à 4 dixièmes, voire 5 dixièmes sur certains Grands Prix. Et on l'a vu, cette saison, 4-5 dixièmes, vous perdez au moins 7, 8, voire 9 places d'écart. Bien sûr que ça fait beaucoup, et l'impact psychologique qu'il y a derrière, il est très dur. Maintenant, et là c'est clairement mon avis personnel, je pense que c'est la meilleure façon de fonctionner. D'ailleurs, c'est la matière Red Bull. Red Bull s'est un peu inspiré de ce qu'a fait Ferrari, avec Jean Todt et Michael Schumacher pour ne citer qu'eux. Ils ont amené les monstres clairement au meilleur poste pour performer, et ça a réussi. Et ils ont refait exactement la même chose chez Red Bull avec Vettel. Et ils ont réussi. Ils ont refait exactement le même schéma avec Verstappen, et ils ont plus que réussi. Aujourd'hui, les règles sont les mêmes pour tout le monde. On sait ce que tu gagnes à être champion pilote, on sait aussi ce que tu gagnes à être champion constructeur, mais on sait aussi ce que tu perds à ne pas être 2 ou 3 ou 4e au championnat constructeur. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de fonds qui sont apportés et donnés au premier constructeur, mais il y a surtout beaucoup plus de temps de soufflerie et de temps accordé au développement, à d'autres essais, pour les écuries qui sont placées derrière au championnat constructeur. C'est donc un choix, et je pense que le choix est très judicieux, de faire en sorte d'essayer de gagner le maximum possible de fois le championnat pilote, et à contrario, de ne pas être le champion constructeur, puisque tu auras donc plus de temps en soufflerie, qui va aider encore plus ton pilote. Maintenant, et pour tous ceux qui veulent continuer à essayer de croire dans un monde qui n'existe pas, je vous laisse quand même aller voir la vidéo d'un Despiello, qui est extrêmement détaillée sur le sujet, et qui est très très pertinente. Vous avez aussi les déclarations d'Alex Albon, de Sergio Pérez, de Pierre Gasly, et si même avec ça vous n'êtes pas convaincu, alors soit-il. Maintenant qu'on a éclairé le sujet et qu'on a regardé un petit peu le contexte, voyons ce que ça donne réellement du côté des résultats. Okay, let's go. Alors, quand on prend les premiers chiffres, du côté de Red Bull, il n'y a eu qu'un seul week-end où on n'entre pas dans les points. Jusque-là, rien d'anormal, puisque c'est aussi le cas de Mercedes, puisque c'est arrivé à Monaco, et c'est aussi le cas de McLaren, coucou les papaya rules et le fond plat, puisque c'est arrivé à Las Vegas. D'ailleurs, et je ne l'ai pas précisé, mais c'est arrivé une seule fois pour Red Bull en Autriche. Et donc il est fort probable que s'il n'y a pas cet accrochage assez malheureux avec Andrea Kimi Antonelli, il est fort probable que Red Bull aurait été la seule des écuries à être toujours entrée dans les points. Quand même une belle statistique pour une écurie qui n'a pas la meilleure monoplace sur toute la saison et qui ne l'a même d'ailleurs probablement jamais été sur plus de 2 week-ends consécutifs. Alors quand on regarde le tout début de saison, Liam Lawson n'a pas inscrit le moindre point. Maintenant, c'est un rookie, il se bat face à Max Verstappen, on est sur une monoplace qui est très compliquée, qui était en plus très loin au début de saison, il y avait vraiment du retard avec Mercedes, avec McLaren et parfois même sur Ferrari. Il est rookie, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir ? Je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne lui en veux pas du tout. De son côté, Yuki Tsunoda, lui, a inscrit 30 points cette saison. 30 points, pour information, c'est 3 de moins cette saison que Lance Stroll. Est-ce que c'est vraiment normal pour le coup ? Je vous pose la question, répondez-moi en commentaire. Mais moi, je ne trouve pas ça très normal. Oui, parce que si je suis honnête, on est déjà sur la 5e saison de Yuki Tsunoda, elle vient donc de se terminer, 5 saisons dans les pattes. Je crois qu'il aurait vraiment pu aller chercher au moins le double de points, soit 60 points. Il aurait quand même été tout de même assez loin d'autres pilotes. Et je crois que même 60 points, c'est déjà pas trop demandé. Alors attention, là aussi, le début de saison est compliqué. On l'a dit, la Red Bull accuse réellement le coup en début d'année et elle a été meilleure en fin de saison. Ça se retranscrit aussi sur la saison de Yuki Tsunoda, mais je pense pas que ce soit vraiment l'élément majeur. Je crois que l'arrivée de Laurent Mekies, qu'il connaissait et qu'il a travaillé avec lui plusieurs années chez Racing Bull, lui a fait le plus grand bien. Eh oui, parce que pour preuve, après les 12 premiers Grands Prix, soit la moitié, il n'a inscrit que 7 maigres petits points. 7 maigres petits points dans une Red Bull, même s'ils sont loin cette année, c'est trop peu. D'ailleurs, et ça appuiera encore plus le côté Mekies et le côté seconde partie et aussi celui de Red Bull, si je prends les 5 Grands Prix qui suivent, il inscrit 18 points, soit plus du double. Alors attention, je l'ai expliqué tout à l'heure, la Red Bull n'est pas une As, il n'y a pas de véhicule A et de véhicule B, ça n'est pas vrai.
il n'y a pas de monoplace A et de monoplace B, ça n'est pas vrai du tout, mais en effet, il y a eu un décalage après son accident à Imola, le poids dans les briefings, le poids dans les débriefings, dans les retours techniques, dans les réglages des setups, etc., il est compliqué à assumer, et derrière, psychologiquement, pour délivrer, bah oui, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est clairement à ce moment-là que tu vois le vrai mental d'un pilote et que tu peux voir celui qui est très bon, celui qui est bon et celui qui est excellent. Parce qu'il faut vraiment être fort psychologiquement pour continuer à apprendre, pour progresser, mais surtout pour résister. Oui, parce que malheureusement pour lui, quand on regarde un petit peu dans le détail, il accuse quand même un 22-0 en qualification, soit le deuxième écart le plus fort avec celui d'Alonso Stroll, et un 22-1 en course. Alors bien évidemment qu'on s'attendait pas non plus à un duel équilibré, qu'on allait avoir un 13-11 par exemple à l'avantage de Verstappen. Non, bien évidemment pas. Surtout que depuis quelques années, ça n'est plus vraiment Red Bull, c'est clairement Verstappen Racing. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment le voir d'un autre œil ? À lui seul, Verstappen marque 421 points, soit tout simplement plus que Ferrari, et à seulement 40 points de l'écurie Mercedes. Encore une fois, cette saison, il inscrit plus de 93% des points total de son écurie. Bah ouais, le bilan, il est juste impressionnant pour Verstappen. Et j'ai même pas besoin de revenir sur sa saison, tellement elle est juste exceptionnelle en fait. Mais bien sûr qu'on va le faire parce qu'on est sur le bilan Red Bull, et comment parler de la situation de Red Bull et du bilan de l'année au global de Red Bull sans parler de cette saison juste folle que vient de nous pondre Max Verstappen. Parce qu'au final, oui, on le sait, vous le savez, on le sait tous, Max Verstappen n'est pas champion en 2025, mais on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, le meilleur pilote de l'année, c'est encore Max Verstappen. Et de loin. Alors, si on fait le point d'ailleurs après l'Autriche, qui est quand même un stade assez avancé de la saison, Max Verstappen est tout simplement 3e du championnat, derrière Lando Norris et Oscar Piastri, avec 155 points. Piastri, lui, il est premier avec 216 points d'avance, et il en possède 15 d'avance sur Lando Norris. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, Verstappen accuse un retard de plus de 60 points, avec Oscar Piastri qui est en tête du championnat. D'ailleurs, à ce stade-là, Max Verstappen, il a obtenu 2 victoires et 6 podiums. Alors que de l'autre côté, McLaren détient plus de 8 victoires et a tout simplement été sur tous les podiums de tous les Grands Prix jusque-là. Rien que ça. Alors oui, à ce moment-là, l'écart est grand et on se dirige très clairement vers une saison McLaren avec un titre qui va se jouer en interne entre les deux, en espérant voir au moins sur quelques Grands Prix une belle bataille pour animer un petit peu ces GP-là et ne pas vivre que des GP siestes. Ah oui, sauf que la situation comptable s'empire encore. Et d'ailleurs, au-delà de la situation comptable, la situation elle-même s'empire clairement, puisque l'écart avec McLaren devient de plus en plus grand. Ils accusent clairement un retard, celui d'au moins 3 dixièmes par tour, et aussi en qualification. Max Verstappen ne peut pas jouer à la régulière, et ça fait très mal. Rendez-vous compte, après les Pays-Bas, il ne reste plus que 9 Grands Prix à disputer. Max Verstappen est à 115 points d'écart sur Oscar Piastri. Encore une fois, l'écart est juste monstrueux. Bon, pour être honnête, à ce moment-là, 104 points d'écart, 9 Grands Prix, on a fait 2 tiers de l'année. Clairement, on ne pense plus du tout au championnat. Ça n'est plus du tout dans les têtes. La seule chose qu'on essaye d'en tirer, c'est d'avoir le maximum d'informations, se concentrer sur 2026 et voir ce que ça pourra donner et essayer finalement de mieux terminer la saison qu'on l'a commencé. L'objectif, c'est simplement celui-ci. Et finalement, quand on regarde la fin de saison, il termine à 2 points d'écart de Lando Norris et plus d'Oscar Piastri, avec 6 victoires sur les 9 dernières courses. 6 sur 9. C'est immense. Alors oui, félicitations à Lando Norris qui devient lui champion du monde, et ça n'est pas Max Verstappen qui est champion du monde pour la 5e fois consécutive. Mais dans tous les cas, avec ce qu'il vient de faire et ce qu'ils viennent de faire chez Red Bull, ils ont dans tous les cas réussi à faire la plus grosse remontée de toute l'histoire de la Formule 1. Alors maintenant, attention, Red Bull a tout de même fait un choix qui est assumé, où ils en ont pris les responsabilités, ils ont continué de développer sur la fin de saison. Ce que n'ont pas fait la majorité de leurs concurrents, et ça peut quand même avoir un véritable impact sur le début de saison 2026 à minima. Maintenant, et je vais vous mettre un deuxième warning, attention réellement à ce que vous allez voir lors des essais de pré-saison. Les monoplaces que vous allez voir en essai de pré-saison ont déjà été confirmées, elles n'ont plus rien à voir avec celles qui arriveront premier lieu en Australie pour les Grands Prix suivants, c'est-à-dire qu'ils sont déjà plus du tout sur le format Australie, mais ils sont déjà en train de programmer les premières évolutions qui apparaîtront sur les Grands Prix suivants. Et c'est vrai que ces évolutions, notamment apportées à Monza, à Singapour, ont clairement montré de la performance, et elles ont porté leurs fruits d'une certaine manière. Maintenant, malgré ce choix, évidemment, Red Bull se sont rapprochés de McLaren, ont été beaucoup plus proches, ont peut-être été plus performants sur 1 ou 2 GP au final dans l'année,
mais ça n'est pas pour moi la raison qui explique ce chamboulement et qui explique surtout ce retour aux affaires de Max Verstappen. Alors évidemment, sans ça, Verstappen n'aurait jamais pu faire sa remontée, mais ça n'est pas la raison qui explique pourquoi, à la fin du championnat, il se retrouve uniquement à 2 points du champion Lando Norris et surtout à pouvoir jouer le titre dans le tout dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Selon moi, c'est surtout le pilote qui a quasiment commis aucune erreur, peut-être une seule, on a tous en tête évidemment la Catalogne, mais quand vous regardez les week-ends assez compliqués, de Bakou ou de Las Vegas notamment, où quasiment tous les pilotes partent au moins une fois à la faute, eh bien c'est le seul à ne pas les faire. Et c'est le seul à ne pas faire ces erreurs-là depuis vraiment bon nombre d'années. Donc ça n'est pas une surprise. Alors la deuxième raison, et là elle est beaucoup plus évidente, c'est le muret des stands. Max Verstappen a aujourd'hui acquis toute l'équipe autour de lui. Ils sont tous absolument dévoués envers lui, que ce soit sur la stratégie ou sur les choix techniques, amélioration du setup et autres, on en a déjà parlé. Évidemment que tout le monde est acquis du côté de Max Verstappen et que tout le monde lui est totalement dévoué. Et il faut le dire, le muret Red Bull n'a clairement pas été celui de McLaren cette saison. Du côté de Red Bull, j'ai l'impression que tous les choix stratégiques ont été les bons. Ils ont quasiment tous été parfaits. Et il y a eu des vrais coups de maître. Et j'ai cru commencer à voir que ça y est, enfin, on commençait un petit peu plus à en parler, à mettre le nom dessus. Bravo, Anna Schmitz. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la stratège Red Bull depuis plusieurs années maintenant, et c'est clairement un cas d'or. En bref, il y a bien eu ces deux phases qu'on a expliquées en début de vidéo, et si Red Bull avait eu cette monoplace dès le début de l'année, je crois vraiment que les choses auraient été très différentes, et je crois très sincèrement qu'au vu du fait qu'il manque que 2 points, si on compte Catalogne, si on compte le Qatar, mine de rien, si on compte même le Brésil, où Antonelli résiste à Max Verstappen et aussi qu'il a eu une crevaison, ouais, je pense que Max Verstappen aurait été titré dans ces conditions-là. Maintenant, évidemment, des situations et des mondes parallèles, on peut en faire plein et on peut en faire avec tout le monde, toutes les situations, toutes les écuries et tous les pilotes. C'est impossible à prévoir, mais oui, je pense que chez Red Bull, on se dit si on avait fait 2-3 petits changements avant ce Grand Prix de Monza, qu'est-ce que ça aurait pu changer? Notamment rien qu'à Spa, où il est 4ème, je crois de mémoire, pas du tout dans le rythme. Ouais, 4ème ou 5ème d'ailleurs, ça fait mal. Bon, avant de parler un petit peu de l'avenir, qui est pour le coup assez flou du côté de Red Bull, on va faire comme dans tous les autres bilans. Si jamais vous ne les avez pas regardés d'ailleurs, je vous invite à aller le faire. On va mettre une petite note, je vais jouer le jeu et mettre une note sur 10 sur la saison de Red Bull. D'ailleurs, si vous avez aimé ce genre de concept, je vous laisse liker la vidéo et je vous laisse mettre pause, le temps de ne pas être influencé par la note que moi, je vais donner à Red Bull. Ok, let's go. Alors, au vu de l'année qu'ils ont faite, on ne peut pas dire qu'elle est parfaite. Ils ont eu un retour qui est juste fabuleux, qui est jamais vu. Je pense qu'il est clairement dû à quelques personnes dans l'écurie et non pas le team au global, ce qui fait qu'on peut pas avoir une note exceptionnelle. Mais je pense qu'un 6,5, un 7 sur 10, ouais, 7 sur 10 me paraît assez cohérent. Alors pour 2026, on a surtout plutôt des interrogations plus que des affirmations. Est-ce que les choix de 2025, les choix d'amélioration sur la monoplace de 2025 peut avoir un vrai impact sur 2026 ? Oui, je crois. Je crois parce que c'est quand même mine de rien du temps, des ressources, des moyens qui sont donnés sur le projet 25 au lieu d'être donnés sur le projet 26. Et ça peut vraiment avoir son impact au moins sur le premier tiers de la saison 26. La deuxième, et c'est peut-être la plus grosse dans tout ça, c'est le moteur Ford. Le moteur Ford, pour le coup, on n'a strictement aucune idée de ce que ça peut donner, tant en termes de performance qu'en termes de fiabilité. Et j'ai bien l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une grosse réglementation moteur, la fiabilité, c'est l'un des maîtres mots. Et si la performance est au rendez-vous et qu'il n'y a pas de fiabilité, ça risque d'être très compliqué. Mais à l'inverse, et à contrario, s'il n'y a pas de performance mais qu'il y a de la fiabilité, ce sera déjà mieux, mais ce sera pas génial. Et encore pire, s'il n'y a ni performance ni fiabilité, ça risque d'être très compliqué pour Red Bull en 2026. Bon, évidemment, pour avoir tous ces premiers retours, faudrait être là sur la qualification. Faudrait être là en Q1. Je pense que le vrai verdict, on l'aura même en Q2. En Q1, il y en a peut-être encore certaines qui peuvent jouer un petit jeu. Jeu assez malin dont aime bien jouer en général Red Bull. On verra s'ils le font, sachant que là, on est à l'aube d'une nouvelle grosse réglementation. J'en suis pas sûr. Mais les essais ne voudront pas dire grand-chose non plus. Donc rendez-vous en qualification au mois de mars. En Australie. Maintenant, comment parler d'avenir et ne pas parler du jeune espoir français qui arrive avec plein d'ambition, qui arrive pour pouvoir se comparer à l'ogre qui est Max Verstappen.
Isaac Hadjar. À la fois, c'est une super nouvelle et à la fois, on peut un peu voir le côté assez négatif de tout ça. Maintenant, il n'y a plus Christian Horner, il n'y a plus Helmut Marko. Je dirais que l'environnement est quand même vraiment sain depuis la deuxième partie de saison 2025. On a Laurent Mekies qui est à la tête. Il a également travaillé avec Laurent Mekies, du coup, Isaac Hadjar chez Racing Bulls. Je pense que c'est le meilleur des moments. Avec l'année que vient passer Red Bull, mais aussi Max Verstappen, ils ont tous les deux envie de faire des bonnes choses avec Red Bull. À voir ce que ça pourra donner dans le futur, mais je suis plutôt hypé par ce duo et j'ai vraiment envie de voir ça. Et maintenant, attention, et ce sera mon dernier mot, le mot de la fin de cette vidéo. Max Verstappen. Alors Max Verstappen, mine de rien, est déjà à plus de 10 ans Formule 1, ce qui équivaut à 11 saisons. Vous le savez, aujourd'hui on est sur 24 Grands Prix, 6 courses sprint, les saisons sont longues, elles s'enchaînent vite, plus beaucoup de temps libre et mine de rien de vacances, et ça peut commencer à jouer. Et on le sait, Max Verstappen, il aime d'autres catégories de la Formule 1, il est tout le temps sur le sim, il a envie aussi de s'essayer à d'autres catégories comme la GT, il en a fait l'année dernière, la saison 2025, vous avez compris. Il y a bien un moment donné où il pourrait aller voir ailleurs. Alors son contrat, il est jusqu'en 2028 avec Red Bull, mais il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que Red Bull ne fonctionne pas en 2026, ça pourrait aussi le lasser, il pourrait aller voir ailleurs en Formule 1. Aston Martin, pourquoi pas Ferrari ou même Mercedes? Pourquoi pas même rejoindre le projet Audi? Qui sait, si Audi performe d'une certaine manière en 2026 et a de bonnes chances pour 27, pourquoi pas? Max Verstappen est un pilote germanique, on peut le dire comme ça. Alors pour Audi, ce serait pas une mauvaise pioche, sachant que Jonathan Whitley, on le sait, il aime plutôt bien Max Verstappen. Dans tous les cas, peu importe ce qu'il adviendra de l'avenir de Max Verstappen, moi je vais vous dire une chose importante, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, déjà merci beaucoup, likez cette vidéo si c'est toujours pas fait, mais surtout profitez. Profitez de ce qu'on voit, profitez de ce qu'on vient de voir, profitez aussi du récap que va nous sortir Canal, à moins qu'il soit déjà sorti au moment où la vidéo sortira, au moment où vous la voyez d'ailleurs peut-être. Peut-être que les fêtes ne seront pas encore passées au moment où vous tomberez sur cette vidéo, alors je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, mais surtout de profiter à fond de ce qu'on voit en Formule 1, de ce qu'on est en train d'assister. Un Max Verstappen en Formule 1, on n'en verra pas toutes les décennies, alors profitez à 100%. Je vous souhaite à tous de passer sincèrement de bonnes fêtes, profitez de votre famille, de votre temps libre, et on se dit à bientôt, on se retrouve très vite pour le bilan Mercedes et McLaren. Ciao.